je voudrais d'abord vous féliciter pour ce club. Parce que avec sa longévité, on se rend bien compte qu'il a du contenu et qu'il répond à un besoin réel. Et donc, moi, je voudrais inviter toute l'assistance, en tout cas ceux qui ne sont pas encore inscrits au club Diallo-Téli, de le faire. Parce que, et je crois que ça va être aussi un peu l'objet de notre discussion de ce soir, ce qui compte, c'est l'action collective. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Puisqu'en général, on dit, si on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense pas. Mais dans le cadre comme celui du club Diallo-Téli, on peut avoir des discussions, des points de vue contradictoires, on peut créer des convergences, on peut avoir de vraies divergences, mais au moins on construit ensemble quelque chose. Et si on arrive au moins à se mettre d'accord sur nos points de désaccord, c'est le début de quelque chose de positif. Et donc pour ça, moi je voudrais vraiment vous remercier, vous féliciter et vous dire que moi je serai toujours présent. Aujourd'hui nous allons parler du franc CFA, mais il y a beaucoup de sujets connexes. On pourrait se retrouver pour parler des défis de l'émergence africaine. On pourrait parler des questions d'insécurité alimentaire. On pourrait parler de questions liées aux relations nord-sud. Moi, je me propose de revenir vous parler de la francophonie économique et numérique que je dirige au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Quelles sont nos activités, quels sont nos défis, quelles sont nos zones d'ombre. Est-ce que c'est une extension du domaine de l'Empire? Est-ce que c'est autre chose? Et si c'est autre chose, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, je crois que nous avons suffisamment de sujets de discussion. Et donc, ce que nous allons faire ce soir, c'est vraiment une introduction à nos discussions à venir. Donc, aujourd'hui, l'intérêt de notre sujet, et c'est pour ça qu'après discussion avec Eric, nous avons voulu l'orienter sur l'efficacité de la politique monétaire en zone franc. Comme Eric l'a dit, nous avons voulu peut-être rentrer par l'économique. On peut rentrer par l'histoire, on peut rentrer par les sciences politiques, on peut rentrer par la sociologie. D'ailleurs, ces éléments ne sont pas mutuellement exclusifs. Et c'est sûr que dans nos échanges, nous allons aborder ces éléments. Mais l'idée, c'est de faire une entrée par l'économique afin de situer notre propos en disant ce qui nous intéresse, c'est finalement la question suivante. Est-ce que le franc CFA, tel qu'il est géré aujourd'hui, est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le développement des pays africains de la zone franc? C'est comme ça que j'entends, que je comprends l'intitulé de la conférence. C'est vraiment la question de savoir si en lui-même c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, et si du point de vue de sa gestion, de sa gouvernance, c'est une bonne gouvernance ou une gouvernance à améliorer ou à parfaire. Donc je crois que sur cette base, je vais, dans les 20 minutes qui me sont concédées, faire deux parties. Une partie où je vais rappeler quelques faits stylisés. J'en ai choisi 4, mais on pourrait en choisir d'autres dans les discussions. Nous pourrions revenir sur d'autres. Et dans une seconde partie, donner, de mon point de vue, des éléments d'appréciation de l'efficacité de la politique monétaire et donc des enseignements que m'inspirent ces 4 faits stylisés. Et donc, dans cette première partie, les 4 faits stylisés, j'ai choisi exprès de parler de 2 qui sont relatifs au secteur réel de l'économie et 2 qui sont plutôt relatifs au secteur monétaire et financier. Sachant, et là je me dévoile dès le départ,
appartenant à une obédience qu'on pourrait qualifier de keynésienne, d'emblée, je pense que la monnaie est non neutre. Donc il n'y a pas de dichotomie, de mon point de vue, entre le secteur réel et le secteur monétaire et financier. Du coup, ne voyez pas dans ces quatre faits stylisés qui se superposent des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc le premier fait stylisé, c'est la question de savoir si, grâce au franc CFA, on échange plus, ou si on échange tout court. Et là, effectivement, nous avons notre construction, c'est-à-dire l'utilisation même du franc CFA, le fait d'avoir cette monnaie commune et unique, c'est une particularité historique assez bizarre. C'est une bizarrerie même théorique dans la mesure où, dans la théorie de l'intégration, c'est l'union monétaire qui parachève l'intégration. Vous avez d'abord la zone de libre-échange, vous avez ensuite l'union douanière, vous avez après le marché commun, après vous pouvez même passer au marché unique, et enfin vous avez l'union monétaire. Donc le fait d'avoir eu en héritage le franc CFA qui est né le 26 décembre 1945, issu lui-même de la zone franc qui est née en 1939, le fait de l'avoir en héritage a inversé, si vous voulez, la construction de l'intégration sous-régionale. Ce qui fait que nous sommes dans une forme de schizophrénie permanente où, sur le papier, nous avons fini l'intégration, mais dans les faits, nous sommes encore au mieux à la zone entre le libre-échange et l'union douanière. Et l'effectivité des quatre libertés qui marquent l'entrée dans un marché commun, liberté de circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, nous ne l'avons pas encore. Mais nous l'avons sur le papier. Mais dans les faits, nous ne l'avons pas. Donc, à chaque fois, on voit qu'il y a cette schizophrénie qui nous rend les choses un peu difficiles du point de vue de la déconstruction de ce que nous observons. Donc, du point de vue de notre capacité à analyser les choses. Donc, si nous partageons la même monnaie, la première raison, normalement, c'est parce que nous avons des choses à échanger. Si vous n'avez rien à échanger, vous n'avez pas de raison de partager la même monnaie. Parce que l'idée, c'est réduire les coûts de transaction, réduire les risques de change, et donc, en fait, réduire les incertitudes liées aux transactions économiques. Bon, or, les statistiques nous montrent que d'une année à l'autre, nous sommes en 10 et 15% de part d'échanges intracommunautaires. C'est-à-dire que autour de 85% de notre commerce se fait ou se font avec d'autres pays qui n'appartiennent pas à la zone franc. Donc, ça c'est un élément qui me paraît important parce que ces statistiques, on les avait déjà au moment de la création de l'Union monétaire ouest-africaine, donc en mai 1962. Donc, ça veut dire que 50 ans après, ou 55 ans après les indépendances, nous n'avons pas augmenté la part du commerce intra-régional. Et, à mon avis, il y a une raison principale qui l'explique, c'est que nos produits sont plus substituables que complémentaires. Comme nous sommes restés dans l'insertion primaire au sein du commerce international, nous échangeons des produits primaires. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du coton, nous produisons le coton, nous l'égrenons et la fibre de coton, nous l'exportons. Et nous exportons en fait 97% de notre production cotonnière. Donc on n'a que 3% de la fibre de coton que nous transformons. Donc ça veut dire que le Togo ne va pas vendre sa fibre de coton au Bénin, qui lui-même fait du coton, et qui lui ne va pas vendre au Mali, qui est le deuxième producteur de coton africain, qui ne va pas vendre au Burkina, qui est le premier producteur de coton africain. Donc ça veut dire que si nous n'échangeons pas, c'est parce que nous produisons les mêmes choses. Et donc
on voit là tout de suite un défi, c'est remonter dans la chaîne de valeur. C'est faire des remontées de filières pour pouvoir échanger des biens à plus forte valeur ajoutée, donc des biens différenciés. Vous savez que le premier partenaire commercial de la France, c'est l'Allemagne, et jusqu'à il y a quelques mois, le premier partenaire commercial de l'Allemagne, c'était la France. C'est-à-dire que quand je parle de 15% de commerce intracommunautaire en Afrique, zone franc, c'est 60% pour la zone euro. C'est pour dire qu'il y a une raison d'avoir la même monnaie, l'euro, c'est parce que ces gens échangent ensemble. Donc ça, c'est un point qui me paraît déterminant, c'est que si nous n'avions pas cet héritage historique, il n'est pas sûr que nous ayons la même monnaie, parce que nous n'échangeons pas entre nous. Oui. Donc nous pourrions revenir, bien entendu, dans les discussions là-dessus. Le deuxième fait stylisé, c'est la question de la compétitivité. Parce que nous sommes dans l'ère de la mondialisation, chacun apporte sa contribution à la mondialisation, et on attend d'un système productif qu'il puisse être compétitif. Donc, et par rapport à cette question de compétitivité, la difficulté que nous avons avec le franc CFA, c'est qu'il apparaît comme une monnaie extrêmement forte. C'est-à-dire que quand nous observons les pays qui ont émergé, notamment les pays asiatiques, ils ont des monnaies très faibles, pour une raison simple. Plus votre monnaie est faible, et plus vous pouvez être compétitif. Je ne dis pas que toute la question de la compétitivité se ramène à la question du taux de change, mais le taux de change est un déterminant de la compétitivité. Et là, la difficulté, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'économiste de Harvard, Danny Rodrik, qui dit que quand vous avez une monnaie forte, cette monnaie agit comme une taxe sur vos exportations et elle agit comme une subvention sur vos importations. Parce que comme vous avez une monnaie forte, vous avez l'illusion d'être riche. Et donc, en termes d'incitation, vous serez incité à importer des biens qui vous semblent ne pas être très chers, comme le riz parfumé thaïlandais, plutôt que de développer votre propre système de production. Parce qu'en termes d'incitation, comme nos populations sont pauvres, notamment rurales, mais aussi urbaines, chaque consommateur au plan microéconomique veut maximiser son bien-être. Donc, il va aller naturellement acheter des produits importés qui lui paraissent moins chers que ce qu'il va produire lui-même, et en plus peut-être avec des standards qui seront des standards un peu moins stabilisés que ce qu'il voit sur le marché. Et donc, la question de la compétitivité est une question centrale. Et nous avons les moyens, quand je dis que le franc CFA est une monnaie forte, c'est parce que nous avons les moyens statistiques et économétriques de calculer ce que nous appelons le mésalignement du taux de change. C'est-à-dire que nous calculons ce que nous appelons le taux de change d'équilibre, c'est-à-dire le taux de change qui serait en phase avec la structure de l'économie et le poids de l'économie, et nous comparons avec l'évolution du taux de change dans le temps. Et c'est cet écart que nous appelons le degré de mésalignement. Okay. Donc là, nous avons les éléments quand même qui montrent que le franc CFA souffre d'un mésalignement du taux de change réel. Moins aujourd'hui qu'il y a 5 ans, parce que le prix du pétrole a tellement chuté qu'effectivement, et l'euro a beaucoup chuté par rapport au dollar. Quand on couple ces deux éléments, on voit qu'à l'heure actuelle, le degré de mésalignement tourne autour de 5-6%, alors qu'il était à 20% dans les années 2006. Mais il n'est pas dit que demain, si le prix du pétrole repart à la hausse, si l'euro remonte de nouveau par rapport au dollar, si le degré de mésalignement ne va pas croître. En tout état de cause, nous ne maîtrisons pas les fluctuations. Ça, c'est une évidence. Et donc, en plus de cette question de mésalignement du taux de change qui grève la compétitivité, nous, dans les deux zones UEMOA pour l'Afrique de l'Ouest et CEMAC pour l'Afrique centrale,
ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait le désarmement tarifaire. C'est-à-dire que les accords que nous avons avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale nous ont conduit à baisser les barrières douanières. Au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, nous avons énormément de clauses d'exception pour les pays moins avancés pour ne pas faire du désarmement tarifaire. Mais c'est dans le cadre de l'ajustement structurel que nous avons procédé au désarmement tarifaire. Ce qui fait que quand nous couplons le désarmement tarifaire et le caractère fort de la monnaie CFA, on se rend compte qu'on a du mal à industrialiser nos économies. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le coton. Je me suis rendu compte que le textile chinois a profité de ce désarmement tarifaire pour s'installer durablement chez nous. Pareil pour les friperies importées d'Occident. Okay. Et donc, nos industries textiles ont fermé les unes après les autres sur 40 ans parce qu'en fait, nous n'avons aucun moyen d'être compétitifs. Les incitations ne sont pas là. C'est Douglas North, prix Nobel d'économie, qui dit entre les institutions et les performances, il y a les incitations. Et les incitations en l'œuvre n'incitent pas à développer un système productif. Et ça, c'est un élément qui me paraît important pour la suite de notre discussion. Le troisième fait stylisé, c'est la question du financement. Et là également, quand vous observez nos statistiques, je pense qu'elles sont parlantes. Le ratio crédit à l'économie sur PIB, qui est un peu notre ratio de liquidité. Dans notre zone, il tourne autour de 20%. Quelquefois, il monte à 23%, mais il atteint rarement 25%. Et ça, c'est un élément intéressant parce que quand vous comparez à la zone euro a un ratio crédit sur PIB qui est supérieur à 100%. Okay. En Afrique du Sud, ils sont à 155%. Aux États-Unis, avant la crise des subprimes, ils étaient à 300%. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, nos économies, et je le dis souvent, sont des économies de troc. Faites l'expérience, prenez un billet de 10 000 francs CFA dans nos pays et sortez de la capitale. Vous ne pourrez pas faire de transactions parce que vous allez rencontrer des gens qui ne pourront pas vous donner la monnaie de 10 000 francs CFA. Nos économies sont des économies de troc. Dès que vous sortez des capitales, vous vous rendez compte que vous avez affaire, en fait, à des poulets qu'on échange contre des moutons, contre des sacs de maïs. Vous rentrez dans des économies faiblement monétarisées. Et ça, historiquement, ça se justifie. Nous avions des coris, et vous savez aussi qu'une façon d'instaurer le franc CFA historiquement, ça a été de détruire les coris. Okay. On a ramassé quand même des centaines de tonnes, des milliers de tonnes de coris qu'on a brûlés. Et puis on a instauré quand même le fait de payer l'impôt en CFA. Et pour pouvoir payer l'impôt en CFA, il fallait opter pour les cultures de rente. Et incidemment, c'est comme ça que des cultures comme le coton, le café, le cacao, ont pris le poids qu'elles ont aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. Okay? Le coton, comment est-ce qu'il est arrivé de cette façon-là? C'est parce que après la guerre de sécession, en Amérique, donc 1860, les pays occidentaux n'avaient plus de capacité d'accès au coton pour leurs industries textiles. Et c'est en ce moment que l'Angleterre a décidé de se tourner vers ses colonies, notamment l'Inde et l'Égypte, pour développer la culture du coton. Et la France s'est tournée vers l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale française pour développer le coton. Et comme les paysans étaient réticents, il a fallu les obliger à payer l'impôt en francs CFA. Et pour pouvoir accéder au francs CFA, il fallait vendre la production et on n'achetait que le coton. Okay. Et pour l'exporter ensuite dans les usines dans le nord de la France, à Lyon, etc.
C'est pour ça que le coton est appelé chez nous la culture du commandant. Parce que comme les paysans ne voulaient pas, il a fallu créer ce qu'on a appelé l'obligation de la culture du coton. C'était devenu une culture obligatoire. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la culture du commandant. Donc en fait, ce qui se passe au niveau du financement, c'est qu'il y a un rationnement du crédit dans l'espace zone franc. Et ce rationnement du crédit, il est dû à deux choses, me semble-t-il. Première chose, les banques sont assez frileuses. Parce qu'elles disent, nous sommes dans un environnement de forte asymétrie d'information. Nous ne savons pas à qui nous prêtons de l'argent, nous n'avons pas d'éléments d'information, ce qui fait que il peut être risqué de rentrer dans le crédit. Bon, au plan théorique, nous connaissons les éléments, c'est le modèle de rationnement du crédit de Stiglitz-Weiss de 81, qui explique bien qu'en situation d'asymétrie d'information, notamment ce qu'on appelle l'aléa moral et de sélection adverse, effectivement, vous n'arrivez pas à optimiser. Vous êtes dans ce qu'on appelle des optimats de second rang. Donc, nos banques ne prêtent pas. Et on voit bien que même dans ce qu'elles prêtent, il n'y a que 40% qui vont vers le moyen long terme. C'est-à-dire que plus de 60%, c'est vraiment du crédit de consommation. Donc ça veut dire que non seulement on a ce rationnement du crédit, mais en plus, dans la faible proportion de crédit, nous avons une très faible proportion qui finance le développement. Et ça, c'est un vrai problème. Et je me suis rendu compte également, chemin faisant, que ce rationnement du crédit, il n'est pas simplement endogène, donc dû aux imperfections du marché, mais il est aussi voulu. Il est aussi voulu par les deux grandes banques centrales de la zone, la BCEAO et la BEAC, pour une raison simple, c'est que l'objectif principal de ces deux banques centrales, c'est la maximisation des réserves de change. Et chaque année au mois de novembre, il y a un exercice qui s'appelle le programme monétaire, c'est-à-dire qu'on demande à tous les chefs de service, crédit et études des banques centrales, les directions nationales, qui viennent à Dakar pour la BCEAO, à Yaoundé pour la BEAC, pour faire cet exercice de programme monétaire. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que la Banque centrale, là on est en 2016, la Banque centrale se projette en 2017. Elle dit, voilà mon objectif d'avoir extérieur net. Donc voilà mon objectif de réserve de change. Ok. C'est grâce à ces réserves de change que moi j'ai la parité fixe entre le franc CFA et l'euro. Donc j'ai un objectif de réserve de change. Maintenant, sur la base de cet objectif, quel est le volume de crédit que je peux accorder à chacune des économies qui composent la zone franc pour être sûr que je pourrai maintenir mon objectif réalisé? Pourquoi c'est un exercice d'optimisation sous contrainte? Pour une raison simple. Comme notre système productif n'est pas efficient, comme nous ne produisons pas grand-chose, lorsque vous lâchez les vannes du crédit, les crédits alimentent les importations. Parce que les gens n'arrivent pas à trouver sur place les biens et services dont ils ont besoin. Or, quand vous importez, ce sont vos réserves de change qui partent, puisque vous payez en devises les importations. Donc, si on ne contrôle pas le crédit, à un moment donné, on n'aura plus suffisamment de réserves de change. Ça veut dire que vous pouvez exporter plus, puisque votre monnaie est moins forte qu'au préalable. Et donc, c'est le canal du taux de change. Donc, vous exportez plus, ça fait plus de croissance, ça fait plus d'emplois. Et comme vous avez plus de croissance et plus d'emplois, vous aurez plus de consommation. Et donc, plus de consommation veut dire plus d'importation. Et donc, là, vous voyez que vous allez encore perdre des devises. Et donc, vous rentrez dans un cercle qu'on peut qualifier de vertueux. Mais, à un moment donné, vos concurrents peuvent aussi déprécier leur monnaie et puis vous retombez sur vos pieds. Mais ce canal n'est pas opérant chez nous, puisqu'on est en taux de change fixe.
Nous avons aussi le canal de ce qu'on appelle du prix des actifs. Le canal du prix des actifs, c'est un effet qui marche bien dans les pays où il y a des marchés financiers développés. C'est-à-dire que, comme vous avez une valorisation de votre portefeuille boursier, lorsqu'il y a une diminution du taux d'intérêt directeur de la Banque centrale, ben, le prix des actifs précédemment émis augmente. Ce qui fait que votre portefeuille boursier prend de la valeur. Et ça vous donne un effet de richesse, ou l'effet Keynes, comme on l'appelle. Ce qui fait que vous allez consommer plus, parce que fondamentalement, vous vous sentez plus riche, puisque vous avez une valorisation de votre portefeuille boursier plus importante. C'est ce qui a produit, au bout d'un moment, la crise des subprimes. C'est qu'à un moment donné, vous avez la bulle qui devient une bulle spéculative, qui crée un effet de richesse tel que les agents consomment énormément. Et le jour où la bulle explose, vous voyez que votre valorisation du portefeuille boursier diminue drastiquement et ça joue sur votre consommation qui se réduit d'autant. Et ce canal joue très peu chez nous parce qu'on n'a pas vraiment de marché financier. Ils sont embryonnaires. Okay. Et puis enfin, le canal du crédit. Okay. Le canal du crédit joue parce que c'est un effet de volume. Ça ne passe plus forcément par le taux d'intérêt, mais le fait, par exemple, qu'il y ait plus de monnaie dans l'économie, via cette baisse des taux directeurs, ou ce qu'on appelle l'open market, va faire que les gens vont faire plus de crédits, et même quand vous faites des crédits, vous redéposez l'argent, parce que vous ne consommez pas tout de suite. Et le fait que les crédits créent des dépôts engendre de nouveaux crédits pour les banques commerciales, à due proportion des dépôts qui arrivent. Et donc là, les dépôts feront les crédits. Et c'est ce que nous appelons le canal du crédit. Donc, la baisse des taux directeurs peut engendrer une hausse de l'activité grâce au volume de crédit engendré par cette hausse des taux. Ou alors la valorisation de ce qu'on appelle vos collatéraux, donc vos garants, vos garanties, du fait de la baisse des taux. Comme vos garanties augmentent, c'est l'effet un peu du bilan, fait que vous consommez plus parce que vous avez accès à plus de crédit, puisque vos collatéraux prennent plus de valeur. Donc tout ça pour dire qu'en fait, nous connaissons les canaux qui pourraient rendre la politique monétaire beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente dans notre zone franc. Malheureusement, nous avons l'impression qu'il y a une forme d'apathie du point de vue de la gouvernance en matière de politique monétaire et de change. Et il y a un certain nombre de choses que je vais rajouter dans le cadre de nos discussions. Parce que je sais que j'ai largement dépassé les 20 minutes, pardon. Donc, je garde pour les réponses aux questions d'autres éléments. Bonsoir, Koumbaken, journaliste. Ma question est toute simple. Pourquoi les États africains gardent cette monnaie si elle est si mauvaise pour le développement de leurs États? Hippolyte, je travaille dans le commerce de gros des machines de BTP. Ma petite question, c'est aujourd'hui, au vu de tout ce que vous avez évoqué, j'aimerais bien savoir, aujourd'hui en Afrique, on n'a pas dans la zone franc, on n'a pas une sorte de gendarme de police qui, à un moment donné, doit réguler ces concepts de ce système monétaire qui, malheureusement, on a l'impression que les banques de commerce dictent un petit peu leurs lois. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de gendarme de police qui devrait réguler à un moment donné le fonctionnement du système monétaire pour qu'il y ait un certain nombre d'alignements avec les banques centrales? Le niveau de risque perçu ou effectif est tel que les banques ne veulent pas aller vers l'agriculture, par exemple. Parce qu'en fait, et ça c'est un élément intéressant, nous n'avons pas de banque de développement. C'est-à-dire, si vous observez dans nos pays, nous n'avons pas de banque nationale de développement. Nous avons quelques banques sous-régionales, la BDEAC, la BOAD, mais par rapport aux besoins effectifs des économies, parce qu'il ne faut pas oublier que 60 à 70% de nos populations vivent en zone rurale et vivent de l'agriculture. On a souvent tendance à l'oublier. Et ces pans entiers
de l'activité économique ne sont pas financés. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le coton, mais j'ai observé que c'est grâce au crédit sur le coton que les producteurs font du maïs. Vous voyez, parce que personne n'ira financer le maïs. Il n'y a pas de visibilité sur la production, parce que c'est une production qui est dans un contexte d'absence de maîtrise de l'eau. Donc, quand vous, banquiers, vous voulez vous lancer dans ça, vous n'avez aucun élément d'appréciation de la production que vous aurez. Vous n'avez pas de garantie en face de vous, parce que vous êtes dans des environnements où vous n'avez quasiment aucun titre de propriété. Donc, vous n'avez pas de garantie. Vous n'avez pas de garantie sur les prix auxquels les producteurs vont vendre leurs céréales, parce qu'il n'y a pas de système de garantie non plus. Ce qui fait que nous, dans le portefeuille coton-céréales, on se rend compte que c'est le coton qui sert finalement de culture sûre dans le portefeuille coton-céréales. Ce qui fait que les intrants coton sont appelés des intrants stratégiques. Et les intrants qui vont vers les céréales sont appelés des intrants non stratégiques. Ce qui est quand même bizarre pour une population ou un pays qui veut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc effectivement, notre système bancaire est frileux. Mais vous savez, ce n'est pas par hasard que le budget de la politique agricole commune en Europe constitue la moitié du budget européen. C'est parce qu'on n'a rien trouvé de mieux pour soutenir l'agriculture que l'État. Personne ne laisse son agriculture aux aléas du marché. Ce n'est pas possible. Ça, ce sont les fonctions régaliennes de l'État, assurer l'autosuffisance alimentaire. Il n'y a pas plus protectionniste que les Américains là-dessus, avec le système de découplage. Ils ont un système tel qu'on laisse les prix fluctuer, mais on verse l'argent aux producteurs. Donc on découpe les revenus des producteurs des prix du marché. Et les Européens faisaient l'inverse, eux ils garantissaient les prix. Donc les prix étaient largement supérieurs au prix de marché. Ce qui fait qu'en termes d'incitation, vous créez tout de suite de la surproduction. Et donc, puisque vous, dans tous les cas, vous êtes bénéficiaire, puisque le prix auquel on vous achète votre production est largement supérieur au prix du marché. Mais pourquoi? C'est parce que vos coûts de production sont supérieurs au prix du marché. Donc si on vous laisse dans le marché, vous allez faire faillite. Et c'est pour ça qu'on subventionne les producteurs. Nous, la bataille qu'on a menée en 2003 à Cancun sur le coton africain, c'était ça. C'est que le coton africain, qui n'était pas subventionné, se retrouvait sur le même marché mondial que le coton américain, qui était largement subventionné. Et ce qui fait qu'on faussait les jeux de la concurrence pure et parfaite. Vous voyez? Donc, moi, je pense que c'est une carence de nos États, le fait d'avoir abandonné le milieu rural, le fait d'avoir abandonné l'agriculture, et de se donner l'illusion que le secteur privé bancaire pourrait financer l'agriculture. Ça ne se fait nulle part. Et même pour les PME, si vous observez le système de financement des PME, en France, vous avez la CGPME. Et vous avez des banques pour les PME. Ce n'est pas le système bancaire traditionnel seul qui finance les PME. Vous avez vous avez des couloirs de financement. Vous ne laissez pas les PME comme ça. Donc ça, c'est franchement la faillite des États. Deuxième question, qui nous fait une bonne transition, c'est pourquoi les États gardent-ils cette monnaie? Moi, c'est ce que j'appelle la servitude volontaire. Ce que j'appelle la servitude volontaire, parce que, au fond, ça nous rassure. Ça nous rassure d'avoir le franc CFA. Ça, quand je dis nous, c'est nous les élites. Okay. Nous les élites africaines et les grands groupes occidentaux. Parce que quand vous avez du CFA, avec les conditions que j'ai expliquées, vous avez de l'euro en fait. Okay. J'étais à Dakar il y a 15 jours. Je peux vous dire, j'ai passé 3 jours, mais en fait, je n'ai pas eu besoin d'utiliser le CFA. J'avais mes euros et c'est avec mes euros que j'ai fait toutes mes courses.
C'est parce que le commerçant sénégalais sait que s'il a de l'euro, il a du CFA. Donc en fait, c'est une zone euro, la zone CFA. Maintenant, la question, c'est effectivement à qui profite cette monnaie. C'est certainement pas aux paysans de Tambacounda, okay, qui déjà n'a pas accès à la monnaie, qui n'a pas accès au crédit. Et donc, qui doit survivre avec sa petite production de mil et de sorgho. Donc, c'est forcément à nous, les élites, que ça profite. Pourquoi? Parce que ça nous connecte au monde occidental, ça nous permet d'importer, ça nous permet de sortir les capitaux de nos pays pour les placer ailleurs. Okay? Si Bolloré fait autant de profits en Afrique, zone franc, c'est aussi parce que Bolloré sait qu'il peut transférer son profit en zone euro et recommencer le cycle de production. Donc il n'y a pas de réinvestissement sur place du profit. Prenez un pays comme la Guinée équatoriale, la moitié du PIB de la Guinée équatoriale ressort chaque année, rien que pour payer les dividendes des sociétés qui bossent en Guinée équatoriale. 48% du PIB de la Guinée équatoriale, c'est le montant du revenu national brut. C'est-à-dire que quand vous calculez le revenu national brut de la Guinée équatoriale, ça fait 48% de la richesse créée chaque année en Guinée équatoriale. Ça veut dire que les gens voient la richesse, mais ils ne la touchent pas. Parce que le capital n'appartient pas aux Équato-Guinéens. Les capitaux appartiennent aux étrangers et il faut rémunérer le capital. Et une fois que vous avez fini de rémunérer ce capital, vous n'avez plus que la moitié de la richesse créée dans votre pays qui reste pour gérer vos problèmes. Donc pour faire de la redistribution, pour construire les routes, pour faire les politiques publiques. Vous voyez? Et il y a, à mon avis, parce que quand on parle de la zone, hein, du CFA, en fait, il y a 4 éléments qui définissent en fait cette zone. C'est la fixité du change entre le CFA et l'euro dont j'ai parlé, mais vous avez aussi la garantie de convertibilité du franc CFA en euros. Totale garantie de convertibilité. Okay? 3, totale liberté de circulation des capitaux. Okay? Et 4, centralisation des réserves de change. Tous les États centralisent leurs réserves de change auprès des banques centrales. Okay? Et grâce à ça, nous importons. C'est-à-dire que quand l'importateur de riz togolais importe, il ne sait pas que les devises qui lui permettent d'importer, c'est grâce aux producteurs de cacao ivoirien. Okay? C'est la manifestation de la solidarité communautaire, le fait qu'on centralise nos réserves de change. Mais les 3 premiers éléments sont des incitations à ce que j'appelle l'extraversion. C'est-à-dire que je peux acheter un appartement à Paris, et d'ailleurs, si vous observez, quels sont les Africains, qui sont les Africains qui achètent aujourd'hui des appartements à Paris? Ce n'est pas des gens qui vivent ici, parce qu'avec les impôts que vous payez, c'est difficile. Mais c'est des gens qui se font des milliards en Afrique. Ils arrivent, ils achètent cash les appartements ici. Ils achètent cash. Ils ne font pas d'emprunt. C'est impressionnant. Moi, je connais énormément de chefs d'entreprise togolais qui achètent, en veux-tu, en voilà, des appartements ici. C'est impressionnant. La population meurt de faim. Et donc, quand on couple les groupes internationaux qui rapatrient leurs bénéfices et l'élite africaine qui préfère vivre en Occident avec de la richesse créée en Afrique, on comprend à qui profite le franc CFA. Et donc, moi j'ai eu à discuter à plusieurs reprises avec des décideurs africains, même avec des chefs d'État. Mais en fait, il y a une inertie terrible, parce que les types, ils n'ont pas intérêt à ce que ça change. C'est la question de la redistribution de la richesse chez nous. Parce que ces réserves de change, c'est grâce quand même au travail de nos paysans. C'est parce que les paysans ivoiriens font autant de cacao qu'on a autant de réserves de change. Donc, à tout le moins, on devrait leur ramener ça en termes de services publics ruraux. Vous voyez? Donc, que nos banques centrales bloquent cet argent avec la complicité passive du Trésor français, c'est un problème. Moi, ça me pose problème parce que dans le même temps, notre discours, qui est un discours sur le développement autour de l'émergence, me semble être en porte-à-faux avec la pratique quotidienne.
Et effectivement, madame, je pense que vous avez raison de poser la question, pourquoi? Pourquoi une telle inertie? Nous, on sort un ouvrage début septembre intitulé « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire », à qui profite le franc CFA? Avec une dizaine d'auteurs et tout, aux éditions La Dispute. C'est déjà chez l'éditeur. Et c'est un ouvrage collectif. Et dans lequel, voilà, et dans lequel vous avez des Français, des Italiens, des Africains. C'est-à-dire qu'on veut sortir de l'idée selon laquelle il y aurait un problème entre les Africains et les Français sur cette question. Moi, je crois qu'il y a un problème entre les progressistes et les conservateurs, des deux bords. Et c'est ce que je crois profondément. Le citoyen français de base, il ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'il faut qu'il survive au quotidien aussi. Donc c'est à nous, l'élite, de sensibiliser via les médias, via les conférences, via les débats, et nous rendre compte aussi peut-être des limites de nos analyses. Moi, je n'ai jamais dit que j'avais raison par rapport à ce que fait la Banque centrale. Je dis, mais ce serait bien que la Banque centrale me dise ce qu'elle fait. Pourquoi elle le fait? Parce que c'est quand même une émanation des États. Et donc, la démocratie, la redevabilité, l'exigence de transparence voudrait qu'à tout le moins, ces gens nous expliquent quel est le fondement de leur politique monétaire. Et on pourrait dire, au fond, ils ne peuvent pas faire mieux. Mais tant qu'ils ne veulent pas rentrer dans le débat, nous, on se dit, qu'est-ce qu'ils nous cachent, ces gens-là? Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est peut-être ça. Le régulateur suprême, c'est nous. C'est les citoyens. Il faut qu'il y ait un contrôle citoyen de l'action publique. Moi, j'ai été ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo. Mais le premier évaluateur de l'action publique, c'est le citoyen. Si vous avez des citoyens qui ne sont pas éveillés, ben, on va vous marcher dessus. Parce que celui qui est déjà au pouvoir, il n'a aucune incitation à lâcher le pouvoir. C'est parce qu'en face de lui, il y a un peuple éveillé qui va se dire, attention, je dois rendre des comptes. Donc, qu'est-ce que nous faisons en termes d'action collective pour demander aux banques centrales de livrer les minutes des débats? Quand vous allez sur le site de la Réserve fédérale américaine, vous avez les minutes des débats. Vous savez exactement quelles ont été les opinions des membres du comité de politique monétaire. On ne demande pas aux gens de penser la même chose, mais on a le droit de savoir quels sont les éléments du débat qui engendrent les décisions qui sont prises. Vous avez les minutes des débats. Pareil pour la Banque centrale européenne. Okay? On n'a pas besoin de savoir qui a dit quoi, mais on a besoin de savoir quels sont les arguments qui ont été échangés et comment la décision finale a été prise. Et quelle est la façon dont on évalue l'efficacité de la décision finale. Le gouverneur de la Banque de Nouvelle-Zélande, et je promets de faire court, de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, sait que la mission qu'on lui a assignée, c'est la lutte contre l'inflation. Le taux d'inflation ne doit pas être supérieur à 2%. Eh bien, quand le taux d'inflation est supérieur à 2% en Nouvelle-Zélande, le salaire du gouverneur diminue. Parce que lui-même assume l'échec de sa politique. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'exigence de redevabilité. Et là, on a affaire à des gens qui ne rendent compte à personne. Et ça je trouve que c'est problématique. Je souhaiterais savoir si la juxtaposition entre les deux institutions communautaires, donc la BCEAO et l'UEMOA, est un handicap ou un atout pour le développement de la zone. Vous avez dit que nous avions au niveau de l'UEMOA la même cible d'inflation que l'euro. Et pour étayer vos propos, vous avez dit en fait que tout dépendait du taux réel qui était égal à la différence entre le taux nominal et le taux d'inflation. Et si donc le taux d'inflation était à peu près égal à 2% en Europe, alors on s'alignait sur ce taux. Est-ce à dire qu'on doit aussi garder le même taux nominal et puis le même taux réel? Voilà, c'est là ma question. Alors, je n'ai pas perçu dans vos propos une comparaison du CFA par rapport aux autres monnaies africaines. C'est-à-dire, quand je prends par exemple le Naira ou le Cedis, ce que je voudrais savoir, et vous avez donné un certain nombre d'indicateurs sur la liquidité
et sur le spread qu'il y a entre les taux directeurs et le taux que pratiquent les banques commerciales. Est-ce que ces mêmes ratios, on les retrouve dans ces pays-là, des pays qui ont des monnaies flottantes et qui sont des monnaies nationales? Est-ce qu'on retrouve ces mêmes spreads-là? Et est-ce qu'on retrouve le découplage, le spread au niveau des taux directeurs et des taux, disons, commerciaux? Donc, et je finis avec la question, est-ce qu'on les a ou pas? Et si on les a pas, est-ce que vous pensez que si le CFA, supposons qu'on garde cette monnaie-là, mais qu'on on abandonne la parité fixe avec l'euro, est-ce que vous pensez qu'on aura les mêmes indicateurs que le Nigeria ou le Ghana, par exemple? Et est-ce que vous pensez qu'on pourra se développer, sachant que vous dites que nos économies sont extraverties et qu'en fait, même si on fait du crédit, en fait, on finance des biens européens? La juxtaposition BCAO-UEMOA, en fait, nous avons commencé avec la Banque centrale. Parce que ce qui s'est passé, c'est que c'était d'abord la Banque de l'Afrique de l'Ouest au début du XXe siècle, et puis petit à petit, c'est devenu la Banque centrale en 1957, après avoir été l'Institut d'émission de l'AOF et du Togo, et puis l'Institut d'émission de l'AEF et du Cameroun. Donc, en fait, on a progressé jusqu'en 1957, puis 59, puis 62. Bon, donc, on avait la Banque centrale, mais on n'avait plus, après les indépendances, un statut juridique uniforme. C'est pour ça qu'en 1962, on a créé, pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, l'Union monétaire ouest-africaine. Et déjà à ce moment, vous aviez des débats. Puisque le président togolais Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance, qui était diplômé de la London School of Economics, avait dit « Le franc CFA ne peut pas nous permettre de nous développer. Donc moi, je vais créer la monnaie togolaise que je vais rattacher au Dutch Mark, au dollar, et je vais créer une monnaie rattachée à un panier de monnaie. » Okay. Et on a battu les premières pièces de la monnaie togolaise en décembre 62, et le 13 janvier, il était assassiné. Donc, le traité de l'Union monétaire de mai 1962, le Togo n'a pas signé. Donc, c'est après l'assassinat de Sylvanus Olympio qu'en novembre 63, le Togo a signé le traité de l'Union monétaire. Pour le Mali, c'est différent. Modibo Keïta a signé le traité en mai 62, mais l'Assemblée nationale malienne a refusé de ratifier. Ce qui fait qu'en juillet 62, le Mali est sorti de la zone franc. Sékou Touré, lui, c'était déjà en 58 avec le nom au général de Gaulle. Donc, la Mauritanie et Madagascar sont sortis plus tard, en 73. Et donc, ce qui s'est passé au moment de la dévaluation, c'est que les chefs d'État se sont dit, au fond, c'est parce que nous partageons la même monnaie, mais nous ne faisons pas comme si nous partagions la même monnaie. Nous n'avons pas les mêmes politiques économiques. Nos politiques économiques ne sont pas convergentes, elles ne sont pas coordonnées. Donc, nous allons créer l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à côté de l'Union monétaire. Mais comme nous ne savons pas si l'Union économique et monétaire va perdurer, nous préférons garder les deux traités. Donc, le traité de l'Union économique du 10 janvier 1994 n'a pas remplacé le traité de l'Union monétaire de mai 62. Il s'est rajouté. Et les chefs d'État ont dit, ensuite, nous allons fusionner les deux traités. Mais jusqu'alors, les deux traités n'ont pas été fusionnés. Ce qui fait que le 10 janvier 1994, quand on a créé l'Union économique et monétaire, on a créé en même temps la Commission de l'Union économique et monétaire, dont le siège est à Ouagadougou, pour s'occuper du secteur réel de l'économie, pour s'assurer qu'on aura des fondements réels à la monnaie commune. D'où la mise en place des critères de convergence et des politiques coordonnées. Donc en fait, il n'y a pas proprement parlé de superposition. Si les choses allaient normalement, il y aurait plus un renforcement de l'intégration via l'UEMOA. Malheureusement, la Banque centrale, comme elle est à l'origine finalement de la création de l'UEMOA,
n'a jamais accepté que dans le triangle institutionnel de l'Union, c'est-à-dire la Banque centrale, la Banque ouest-africaine de développement et la commission du UEMOA, c'est la commission qui devait avoir le lead. La Banque centrale a toujours minoré le rôle de la commission. Ce qui, pour vous donner un exemple, moi j'ai travaillé à la commission du UEMOA, nous avons travaillé sur la vision UEMOA 2020. Sur la partie monétaire, nous avons proposé dans une note monétaire confidentielle au chef d'État. Donc, copie a été envoyée au gouverneur de la Banque centrale qu'on ait une monnaie flexible, une monnaie rattachée à un panier. Mais la Banque centrale nous a écrit en disant « Chers amis, vous n'avez pas mandat pour réfléchir sur la monnaie. Donc, pour la monnaie, là, ça c'est nous, Banque centrale. Donc, votre affaire, vous pouvez parler de tout. Du manioc, du maïs, du blé si vous voulez. Mais la monnaie, là, c'est nous. » Donc, ils ont saboté la vision UEMOA 2020. Nous, on l'a présentée devant les chefs d'État. À Lomé, en 2012, les chefs d'État nous ont donné mandat, via le Conseil des ministres de l'UEMOA, d'avancer sur le dossier pour qu'on prenne les décisions. Mais ça a été saboté par la Banque centrale. Je vous assure que c'est difficile. Pourquoi la Banque centrale refuse que le président de la commission du UEMOA siège au comité de politique monétaire et vote? Pourquoi? C'est parce qu'en fait, les types, ils ne veulent pas. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. Okay. Et c'est pour ça que nous avons besoin de dirigeants éclairés. On parle beaucoup des chefs d'État, mais il n'y a pas que les chefs d'État. Il y a les responsables des organismes aussi. Vous allez me dire, ils sont nommés par qui? Bon. Ils sont nommés par les chefs d'État. Bon. Pour la BCEAO, c'est toujours le président ivoirien qui nomme. Sur la Côte d'Ivoire dit, c'est grâce à moi qu'il y a le CFA en Afrique de l'Ouest, donc c'est moi qui nomme le gouverneur. Okay. Quand on avait demandé à Laurent Gbagbo de la rotation pour le poste de gouverneur, il dit, mais est-ce que le siège qu'il y a à Dakar roule aussi? Il dit, mais s'il y a la rotation du siège, est-ce que ce n'est pas toujours à Dakar? Pourquoi vous me demandez? Donc, bon, voilà le genre de réponse que les gens nous donnent. Ouais. Donc, du coup, la Côte d'Ivoire, le poste de gouverneur, il y a 2 postes de vice-gouverneur pour le Burkina et le Niger. Pour la BOAD, le siège est au Togo et le président est béninois. Le vice-président est malien. Pour la commission de l'UEMOA, le siège est à Ouagadougou et le premier président fut sénégalais. Sauf que Wade a accepté à un moment donné que le Mali prenne la présidence. Et c'était Soumaïla Cissé. Quand Soumaïla Cissé partait, le Niger a exigé la présidence. Le Niger a dit, nous, on est dans cette union-là depuis 1962. On n'est jamais parti. Mais nous n'avons rien. Il y a des pays qui sont partis, ça c'est le Mali, et qui sont revenus, puisque le Mali est revenu en 84. Et ils ont quelque chose. Donc Issoufou a dit, si je n'ai pas la présidence de la commission de l'UEMOA, moi je sors de lui. Et Wade a dit, moi j'ai voulu faire la rotation, j'ai même laissé un Malien prendre le poste qui est dévolu au Sénégal, mais comme il n'y a pas de rotation, je reprends mon poste. Il nous a fallu plus d'1 an pour les mettre d'accord. Et on a dit, OK, un mandat pour le Sénégal, 4 ans, et un mandat pour le Niger, 4 ans. En janvier 2016, conférence des chefs d'État pour renouveler le mandat du président de la Commission. Surprise, le Sénégal veut garder. Le Niger dit, si c'est ça, là on arrête tout. Et là, le président Ouattara, qui prenait la présidence de la conférence des chefs d'État, a dit au président de la commission, ne t'en fais pas, tu ne vas pas être au chômage, j'ai prévu pour toi un poste de conseiller à la présidence de Côte d'Ivoire, tu vas laisser ça au Niger. Et donc le Niger prend, à partir de juin, le mois prochain, le Niger prend la présidence de la commission du UEMOA. Et donc il y aura une conférence des chefs d'État début juin, qui va entériner la nouvelle commission du UEMOA, qui va nommer les nouveaux commissaires. Et on a demandé au président Issoufou de nommer le président de la commission. Donc il sera nigérien. C'est pour vous dire, les amis, que c'est difficile, c'est des combats quotidiens.
vous devez gérer les susceptibilités, vous devez gérer les poids des pays, vous devez gérer le fait que un Togolais a déjà eu un poste à l'Union africaine, donc il ne peut plus avoir un poste à la CEDEAO, mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, j'avais promis de faire plus court, mais en fait, bon, là, je vais vraiment faire plus court. Sur les taux d'intérêt nominaux et réels, en fait, non, ce qui compte, c'est vraiment les taux d'intérêt réels dans cette affaire. Parce que ceux qui peuvent arbitrer, et il y en a très peu, ont souvent les capacités de voir tout de suite en termes de taux réels ce qui les arrange. L'essentiel de la population n'a pas de capacité d'arbitrage parce qu'elle a un problème, la population, d'accès au crédit. Si vous observez bien, les gens, quel que soit le taux d'intérêt, ils prennent le crédit. Après, ils n'arrivent pas à rembourser. Mais l'enjeu, c'est vraiment au niveau des taux d'intérêt réels. Et ça me permet de passer aux autres questions. Les taux d'intérêt réels dans les pays anglophones, par exemple, sont plus bas parce que le taux d'inflation est plus élevé. Dans les pays comme le Ghana, le Nigeria, il n'est pas rare d'avoir des taux d'inflation de 8-9%. D'ailleurs, les études de la Banque mondiale disent que par rapport à la structure de nos économies, des taux d'intérêt de 8-9% sont des taux qui correspondent à notre niveau de développement. C'est-à-dire des pays qui ont besoin de beaucoup investir, donc d'avoir une demande très forte. Or, vous savez, quand la demande augmente, les prix augmentent, et même quand l'offre veut suivre, comme ça génère de nouveaux revenus et de nouveaux emplois, il y a une hausse de la demande encore. Et donc, c'est vraiment le schéma keynésien traditionnel d'une croissance qui engendre de l'inflation, mais une inflation, en guillemets, bonne parce qu'elle se traduit par la création d'activités. Alors que la déflation qu'on observe dans notre zone à l'heure actuelle, elle est inquiétante parce qu'elle traduit une absence d'activité. Les gens sont pauvres. Et comme les gens sont pauvres, les chefs d'entreprise n'arrivent pas à faire du profit. Et comme ils n'arrivent pas à faire du profit, ils ne peuvent pas embaucher. Et comme ils n'embauchent pas, ils n'engendrent pas de nouveaux revenus. Et comme il n'y a pas de nouveaux revenus, il n'y a pas de demande additionnelle. Et comme il n'y a pas de demande additionnelle, il n'y a pas de profit. Et c'est pour ça que vous avez un processus cumulatif de baisse des prix. Et nous avons même un autre indicateur qui s'appelle l'inflation sous-jacente. C'est-à-dire quand on enlève les parties volatiles de l'inflation, ça nous permet de voir quelle est l'inflation structurelle. On se rend compte que c'est zéro. En fait, on est au point mort. La manière dont nous gérons la monnaie, c'est que le malade va mourir guéri. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi, mais on a la stabilité monétaire. Et donc toute la question, c'est de savoir quel est le lien entre la stabilité monétaire et la stabilité globale du système. Parce que le discours de la Banque centrale et de nos chefs d'État, c'est de dire cette stabilité monétaire, c'est une très bonne chose. Mais quel est son coût en termes de coût d'opportunité? Et là, effectivement, je crois qu'on doit beaucoup travailler là-dessus. Par rapport au ratio crédit sur PIB, ce sont des pays qui ont des ratios qui tournent autour de 40%. Le Ghana, le Nigeria et les pays maghrébins. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, parce que beaucoup de gens me disent, vous voyez à l'heure actuelle, le CEDI dégringole, donc vous avez bien raison d'avoir le CFA. La différence entre le banquier central ghanéen et le banquier central BCAO, c'est que le banquier central ghanéen apprend à gérer une monnaie. Et c'est très important. C'est le phénomène d'apprentissage par la pratique, le learning by doing. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont des périodes d'hyperinflation qu'il faut gérer. Ils ont des périodes de basse inflation. Mais ils développent un savoir-faire que nous n'avons pas dans la zone franc. Nous n'avons pas de gestionnaire de taux de change. Ce sont les gens du Trésor à Paris qui gèrent le change pour nous. Et c'est d'ailleurs en France qu'on fabrique les billets de banque. Nous n'avons pas d'usine de fabrication de billets dans les 15 pays de la zone franc. Moi, je me suis toujours dit, avec tous les chimistes qu'on a formés depuis des décennies, on pourrait même, à titre de prototype,
monter une usine pour voir si demain on avait un problème, si on pouvait quand même fabriquer des monnaies et des billets de banque. Nous avons 2 usines de fabrication de billets de banque à Pessac, près de Bordeaux, et puis à Chamalais, à côté de Clermont-Ferrand. C'est là qu'on fabrique le franc CFA. Nous n'avons pas d'usine de fabrication. Et nos réserves sont gérées auprès du Trésor. Donc, le Trésor nous dit, si vous couvrez à 20% l'émission monétaire, je vous garantis la fixité du change, donc le CFA et l'euro. C'est-à-dire que si vous mettez un franc CFA, si vous émettez un franc CFA, vous devez avoir en garantie l'équivalent de 0,20 francs CFA sous forme de devise. Si vous avez ça, vous avez la garantie du taux de change. Mais à l'heure actuelle, nous couvrons à presque 100% notre émission monétaire. 5 200 milliards pour l'Afrique de l'Ouest et 8 300 milliards pour l'Afrique centrale. Donc nous avons plus de 13 000 milliards de francs CFA qui dorment auprès du Trésor à Paris. Et ça représente à l'heure actuelle 90% de couverture de l'émission monétaire. Et donc moi, une des questions que j'ai l'habitude de poser, c'est pourquoi l'assureur, qui est le Trésor français, nous demande de couvrir à 20% et nous couvrons à 90%. Est-ce à dire que nous ne pouvons rien faire de cet écart? On pourrait se dire, on veut être prudent, on couvre jusqu'à 50%, mais couvrir à 90%, il y a quelques années, on était à 110% de couverture. Les seuls régimes qui fonctionnent comme ça au monde, c'est ce qu'on appelle les régimes de caisse d'émission, les currency boards, comme Hong Kong avec les États-Unis, où quand vous avez $1 de Hong Kong, vous avez l'obligation d'avoir $1 américain. Okay. Comme ça, n'importe qui veut quitter Hong Kong peut récupérer le dollar américain et partir. Donc, ça veut dire, quand nous couvrons à 100%, en fait, ça veut dire que nous n'avons plus besoin de l'assureur. C'est ce que ça veut dire, en fait. Parce que si l'assureur vous dit, si vous mettez 20, vous avez 100, quand vous mettez 100, ça veut dire que vous n'avez pas confiance dans l'assureur. Ou que vous ne savez pas quoi faire de l'excédent. Vous voyez? Donc, moi, c'est une discussion que j'ai eue avec Charles Konan-Banny, quand on travaillait sur la vision UEMOA 2020. Là, il n'était plus gouverneur. Il m'a dit, ne parlez pas comme le président Wade. Vous êtes un économiste. Ne parlez pas comme le président Wade, qui ne comprend rien en réserve de change. Vous êtes un économiste. Et je lui ai dit, mais monsieur le gouverneur, je veux simplement savoir, quand l'assureur me dit, quand je mets 20, j'ai 100, pourquoi je mettrai 100? Est-ce que c'est une question d'opportunité ou une question de principe? Si c'est une question d'opportunité, ça veut dire que structurellement, je pense devoir être plus prudent que la garantie que m'offre l'assureur. À ce moment-là, il faut que l'on calcule le taux de couverture optimal de notre émission monétaire sur la base des déterminants structurels de nos économies. Et on peut peut-être arriver à 50, à 60, 70, mais il faut qu'on calcule le taux. Comme ça, on sait qu'une fois atteint ce taux, tout ce qu'il y a au-dessus peut servir pour financer les grands investissements structurants dont nous avons besoin en matière d'énergie, d'électricité, de communication, de transport et tout. J'ai dit, ou alors c'est une question de principe. Si c'est une question de principe, même à 600%, on va continuer à déposer nos réserves auprès du Trésor à Paris. Parce que là, ça veut dire qu'on a fait un choix de déposer nos réserves, quel que soit leur montant. J'ai dit, il faut que vous nous éclairiez. Vous ne pouvez pas, parce que cet argent ne vous appartient pas. Cet argent appartient à l'ensemble des populations de l'Union. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que bon, les Français, ils ne vont pas regarder l'argent là dormir. Les gens ne sont pas bêtes. Hein. Je veux dire, il n'y a que nous qui sommes suffisamment bêtes pour penser que l'argent là dort. On négocie un petit taux d'intérêt, mais il circule. Et quand vous menez un combat, il faut vous attendre à prendre des coups. Si vous êtes carriériste, vous ne pouvez pas mener ce genre de combat. C'est-à-dire que si vous êtes carriériste, vous trouvez votre boulot, vous vous planquez et vous attendez que le temps passe. Vous allez monter, bien entendu, et puis vous irez à la retraite. Vous mourrez tranquillement. Voilà. Alors la mini-question, c'est du domaine anecdotique. Ça me fait sourire, mais quand j'y repense, ça me fait moins sourire. Est-ce qu'il est vrai que le Trésor français est le premier emprunteur de la zone CFA?
il serait même le meilleur et rembourserait rubis sur l'ongle. Pas de quoi on ne devrait pas s'en plaindre. Lorsque vous avez commencé, vous disiez que les pays africains avaient commencé le processus entre guillemets à l'envers et que du coup, on a commencé avec l'union monétaire. Et je voulais revenir justement sur la juxtaposition des deux organisations et la question de leur interchangeabilité. Alors arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais il me semble que les deux monnaies étaient interchangeables au départ et qu'elles ne le sont plus maintenant. Et du coup, j'aurais voulu savoir d'où vient cette décision. Et pensez-vous pas que les échanges entre les États en Afrique, du coup, est limité par le manque d'interchangeabilité? Le problème est quel espoir avons-nous de sortir de ce cercle vicieux dans lequel on nous enferme, sachant que le fait qu'on n'édite pas, qu'on ne mette pas notre monnaie, soit quand même une privation de notre instrument de souveraineté de base. Quel espoir y a-t-il de sortir de là? Parce qu'il est évident que la France ne peut pas éternellement profiter du système. Je crois profondément qu'il y a un problème toujours autour de cette incapacité à penser l'alternative. Je crois, et là je pense que c'est quelque chose de générationnel. Et c'est pour ça que les générations actuelles ont un devoir plus grand. Parce que j'observe, et c'est ce qui me donne de l'espoir, c'est que plus le temps passe, plus nous avons de marge de manœuvre. Ce que nous disons aujourd'hui, peut-être qu'il y a 40 ans, on ne pouvait pas le dire. Et ce que nos jeunes sont capables de faire aujourd'hui, nous, on ne pouvait pas le faire. Et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai grand espoir que petit à petit, il y ait des marges de manœuvre, mais elles ne viendront pas d'elles-mêmes. Il faut qu'on les conquiert. C'est pour ça qu'il faut être dans une attitude de combat par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'a rien contre personne, mais nous voulons le mieux-être de nos populations. Moi, je pense que les choses sont souvent complexes, mais c'est pour ça que je dis, tant qu'on ne s'organise pas, tant qu'il n'y a pas d'action collective en face, vous ne pouvez pas faire bouger les gens. C'est ça, parce qu'il n'y a aucune incitation endogène. Vous voyez? Parce que structurellement, tous ces gens tirent leur légitimité de l'extérieur. C'est comme ça que ça a été construit. Le système a été construit pour que la légitimité de nos dirigeants leur soit conférée de l'extérieur. Et nous-mêmes, nous participons à ça. Moi, j'ai été ministre parce que j'ai fait mes études peut-être en France. J'ai un doctorat en économie. C'est-à-dire que ce que je représente, c'est quand même l'Occident qui me l'a conféré. Je n'ai pas de légitimité par rapport à mon village d'origine. Je n'ai rien fait pour ce village. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en termes de légitimité, c'est quand même l'extérieur qui nous donne ça. Et ça nous fragilise dans notre rapport aux populations locales. Okay? Et c'est pour ça que notre combat aussi, c'est d'être au plus près de la base, pour que la base nous donne la légitimité pour s'exprimer en son nom. Comme ça, quand il y a ce type de décisions qui sont prises, c'est la base qui se rebelle en ce moment. Sinon, vous êtes fragile. Comme nos chefs d'État eux-mêmes sont fragiles. Et ça, il faut qu'on en ait conscience et qu'on travaille sur la question de l'endogénéité du processus de légitimité de nos chefs. Nous passons beaucoup de temps sur les processus de légalité, c'est-à-dire les urnes transparentes, l'encre indélébile, les listes électorales, tout ce qui confère la légalité des élections. Nous passons tout notre temps là-dessus, mais nous ne travaillons pas sur les processus de légitimité. Vous voyez? Donc là, je crois qu'il y a un travail que nous devons faire. Il y a un autre élément aussi qui à mon avis, participe de cette servitude volontaire. Quand vous étudiez l'histoire des sorties des pays de la zone franc, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de drame. Vous pouvez sortir de la zone franc et garder de très bonnes relations avec la France. C'est pour ça que je ne suis pas dans la théorie du complot français contre nous. Je pense que nous ne voulons pas faire d'efforts.
des pays comme le Cambodge, le Laos et le Vietnam étaient dans la zone franc. Ils sont sortis en 1954. Il y a une conférence qu'on a appelée la conférence de Paris, qui a même fait suite à la conférence de Pau de 1950, au cours de laquelle le Vietnam, le Laos et le Cambodge ont décidé de sortir de la zone franc pour créer leur propre monnaie. Okay. La Tunisie, le Maroc et l'Algérie ont fait la même chose. Quand la Tunisie et le Maroc ont eu leur indépendance en 1956, dès 1958, la Tunisie a créé sa monnaie et est sortie de la zone franc. Le Maroc, en 1959, a créé sa monnaie. Et l'Algérie, après les accords d'Évian de 1962, a créé sa propre monnaie. Mais ce sont de grands partenaires commerciaux de la France, tous les pays que je viens de citer. C'est parce que nous ne nous organisons pas. Vous voyez? Et quand vous prenez les 5 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique, vous avez 1, le Nigeria, 2, l'Angola, 3, l'Afrique du Sud, 4, l'Éthiopie et 5, le Kenya. La Côte d'Ivoire vient en 6e position. Donc les 5 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique, aucun n'utilise le franc CFA. Pas un seul. Ça veut bien dire qu'on n'a pas besoin du CFA pour commercer avec la France. Et il n'y a que 20% des investissements directs français en Afrique qui vont dans les 15 pays de la zone franc. 20%. Et 80 autres % vont dans les autres pays. C'est pour ça que moi je pense que c'est notre responsabilité. Nous ne proposons rien. Nos ministres viennent dans les réunions de zone franc, ils attendent la fin pour aller faire les courses sur les Champs-Élysées. Je veux dire, les types, ils ne produisent rien. On ne voit pas de notes passées, on ne voit pas de bouquins, on ne voit pas d'émissions. Il n'y a rien, rien. C'est comme s'ils n'avaient pas fait d'études. Moi, je suis désespéré quand je vois comment cette classe politico-intellectuelle africaine ne propose rien, mais rien du tout. Et on ne peut pas me dire que c'est la faute à Paris. Non. Parce que ce n'est pas Paris qui leur demande de venir faire leurs courses sur les Champs-Élysées. Ça veut dire que les types, ils optimisent quand même quelque chose. Ils savent où est leur bien-être personnel. Vous voyez? Et donc là, de ce point de vue, moi je pense que nous avons l'entière responsabilité de ce qui se passe. Et c'est trop facile de dire que c'est la faute aux autres. Moi je pense. Et donc là, il y a un vrai enjeu qui à mon avis, devrait nous obliger à changer. Je vais très vite sur la question de l'interchangeabilité des 2 CFA. En fait, c'est à la veille de la dévaluation. Vous savez, comme la dévaluation du CFA devait intervenir dès 1992, parce que quand vous étudiez les réserves de change, la série des réserves de change, vous vous rendez compte qu'on est passé en dessous des 20% en 1992, puis en 1993. Et donc là, il fallait dévaluer puisque la France ne pouvait plus donner sa garantie. C'est d'ailleurs un peu bizarre parce que l'assureur, en fait, il n'assure que tant que vous n'avez pas besoin de lui, en fait. Bon, mais ce n'est pas très grave. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Mitterrand a dit au chef d'État africain, écoutez les amis, ça ne va plus, vous n'avez plus assez de sous chez nous, on va devoir dévaluer. Oufoué, Bongo, Diouf, tout ce monde a dit, ah non, mais c'est pas possible. Vous allez nous dévaluer carrément, vous n'allez pas dévaluer la monnaie. C'est nous que vous voulez dévaluer, pas question. Et donc Mitterrand dit, ok, je vais voir avec le FMI si on peut faire quelque chose. Le FMI était déjà sur une ligne très dure, avec son directeur général de l'époque, qui est français, Michel Camdessus. Ils ont dit, nous n'appuyons aucun pays africain s'il n'y a pas de dévaluation. Pays de la zone franc. Okay. Donc, les chefs d'État se sont retournés vers la France. Problème, en 1993, vous savez, il y a eu les législatives et la droite a remporté. Balladur devient Premier ministre. Et là, le ton change. Balladur va en Côte d'Ivoire et prononce un discours que nous, on a appelé la doctrine d'Abidjan, ou la doctrine Balladur. Et dans ce discours, Balladur dit la France ne donnera plus d'appui budgétaire à un pays qui n'est pas en programme avec le FMI. Et comme le FMI exigeait la dévaluation comme tout préalable pour qu'on soit en programme avec lui, on était coincé.
Et les deux qui ont piloté la dévaluation, c'est qui? Sarkozy, ministre du budget, Ouattara, Premier ministre. Ouattara lui-même, ancien gouverneur de la BCEAO, qui gardait le poste de gouverneur de la BCEAO pendant qu'il était Premier ministre. Voilà. Houphouët meurt et on dévalue, parce qu'on ne pouvait pas dévaluer tant qu'Houphouët était vivant. Okay. Et comme il y avait déjà les rumeurs de dévaluation, le CFA, en fait, sortait, les devises sortaient, et on était obligé de racheter tout le temps le CFA qui était quand même utilisé en dehors de la zone. Et les gens qui étaient dehors voulaient se débarrasser de leur CFA. Et il y avait des files d'attente devant la Banque de France ici à Paris, parce qu'à l'époque, on pouvait changer le CFA à la Banque de France. Et donc, tous les Nigérians qui vivaient à Londres et qui avaient des stocks de CFA venaient faire la file devant la Banque de France ici pour changer le CFA contre le franc français. Et à ce moment-là, les gouverneurs des deux banques centrales, BEAC et BCEAO, ont dit « Nous ne rachetons plus le franc CFA qui n'est pas dans la zone. Donc, nous ne rachetons plus de CFA. » C'est à ce moment-là qu'on a suspendu la convertibilité entre les deux francs CFA, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Mais c'est vrai que ça fait 25 ans aujourd'hui et qu'on pourrait rétablir l'interchangeabilité. Moi, quand je travaillais à la Banque centrale, quand on partait en mission au Cameroun, on devait changer le CFA en euros, et quand on arrivait à Yaoundé ou Douala, on rechangeait en CFA, et pour Afrique centrale. Et donc, après, il y a une question de fond, c'est que quand vous étudiez les taux de change réels, vous voyez que ce n'est pas le même CFA. Ça, c'est une autre question. Mais est-ce que les chefs d'État auront le courage de la poser et d'en tirer des implications? Vous avez une zone qui produit du pétrole et qui l'exporte, la zone CEMAC, et vous avez une zone qui importe du pétrole et qui ne produit que des produits agricoles. Donc vous avez des divergences de cycle économique qui sont telles qu'en fait, il n'y a pas de raison objective qu'on ait la même monnaie, si vous vous en tenez aux critères strictement économiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que le FMI nous dit quand nous parlons de la monnaie commune CEDEAO que nous voulons mettre en place. On veut mettre en place une monnaie unique CEDEAO à l'horizon 2020. Le FMI nous dit, mais ce n'est pas une zone monétaire optimale, la zone CEDEAO. Parce que le Nigeria est exportateur de pétrole. Et vous, vous êtes importateur de pétrole. Donc, vous n'êtes jamais dans la même phase du cycle. Et comment vous allez faire? Et du coup, nous, ce qu'on dit, c'est que le fait de ne pas être dans la même phase du cycle nous donne paradoxalement la garantie qu'on aura toujours un volant suffisant de réserve de change pour soutenir notre monnaie. Et donc, c'est des débats qui sont en cours à l'heure actuelle. Vous avez signalé que les banques ne contribuaient pas réellement au financement, en tout cas à la croissance économique de l'Afrique. Alors moi, je vous dirais aujourd'hui, il faudrait voir quelles sont les solutions palliatives qu'on peut trouver, nous, les intellectuels d'aujourd'hui, pour pouvoir aider à la croissance dans nos pays. La question, c'est de savoir si on devait laisser tomber le CFA aujourd'hui, est-ce que, compte tenu de ces critères de mobilité des travailleurs, de mobilité des capitaux, est-ce que nos pays respectent ces critères et est-ce que la solution reste toujours une zone monétaire ou est-ce que les pays devraient individuellement battre monnaie? Je m'interroge en fait sur le pouvoir des banques centrales vis-à-vis des autres institutions. Vous avez par exemple parlé en Afrique de l'Ouest de banques qui ont changé le statut pour pouvoir se décorréler en fait des politiques monétaires étatiques. Qu'est-ce qui soutient ce pouvoir? Quels sont les textes juridiques, officiels, les institutions ou alors les raisons officieuses qui font de ce pouvoir qu'ils ont vis-à-vis des autres institutions étatiques? Bonsoir, Jean-Christ MTP, consultant en finance. Vous avez donné l'exemple du Laos, du Vietnam et du Cambodge qui sont sortis de la zone franc, de même que le Maroc et la Tunisie. On remarque que ce sont des pays. Est-ce que toutes les contraintes adossées au franc CFA ne sont pas liées à notre statut de communauté? Est-ce qu'en dehors de ces contraintes, on peut avoir une monnaie? Surtout quand on prend les exemples que vous avez pris au niveau du management de la zone. Et est-ce que nos États, nos paysans, comme vous le disiez tout à l'heure, ne seraient pas dans un état plus difficile si
nos gouverneurs avaient toute la liberté d'administrer le franc CFA. La BCEAO et la BEAC, ce ne sont pas que des banques centrales, ce sont aussi des centres de formation. Donc, par exemple, quand on atterrit à la BCEAO, on a 6 mois de formation. Avant, c'était 2 ans. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui dépasse la simple gestion monétaire. Je crois que c'est une construction même d'un état d'esprit. C'est pour ça que le combat va être très, très difficile pour nous. Parce que c'est des gens qui croient profondément à ça. Vous voyez, et je crois, j'avais fait un papier en 2009, je crois, ou 2010, sur le franc CFA et l'avenir de l'intégration monétaire, la crise ivoirienne et l'avenir de l'intégration monétaire en Afrique de l'Ouest, où je montrais comment, finalement, les deux camps qui s'opposent en Côte d'Ivoire, qui s'opposaient, avaient tous les deux instrumentalisé la question monétaire. C'est-à-dire que Konan Banny, Ouattara, et eux, leur discours c'était quoi? Nous avons pu gérer le franc CFA, nous avons géré une grande institution financière, nous sommes légitimes pour gérer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils n'y croient peut-être pas à la manière dont ils ont géré le CFA, mais ils savent ce que ça peut leur apporter. Vous voyez, le statut, finalement, d'élève méritant de la doxa internationale, de la doxa financière internationale. C'est un élément de crédibilisation d'une candidature à une élection présidentielle. Ils ont joué là-dessus. Et c'est très intéressant d'étudier dans l'avenir quel va être le profil des chefs d'État ivoiriens. Est-ce que ça va être des banquiers? Est-ce que ça va être autre chose? Mais en tout état de cause, c'est passionnant, ne serait-ce que du point de vue de la recherche, en économie politique ou même en sciences politiques, de voir comment ces instruments sont tout sauf neutres, en fait. Et même nous, les intellectuels, quelque part, nous les utilisons comme élément de crédibilisation. Vous voyez? Donc, il faut en être conscient aussi. Mais je pense qu'au-delà de ça, le juge de paix, c'est est-ce que nos populations vivent mieux? À mon avis, c'est ça le véritable juge de paix. L'élément final de l'évaluation. Est-ce que les gens vivent mieux? Je réitère encore une fois mes remerciements au club Diallo-Telli. Vous savez, Diallo-Telli, c'est un des premiers à avoir porté l'idéal panafricain. Okay. Quand Diallo-Telli faisait ses discours aux Nations Unies, les gens avaient la chair de poule. En tant que président du club Diallo-Telli, je vous remercie d'avoir participé. Ça nous fait toujours plaisir d'organiser ce type d'événement pour avoir ces échanges, parce qu'on pense vraiment que c'est quelque chose d'important. Rendez-vous est pris avec Kako pour un autre événement à la rentrée, à la sortie de son bouquin, de votre bouquin, donc avec 10 co-auteurs. Et nous, on vous donne rendez-vous à peu près dans 2 mois pour un deuxième talk qui sera sur un sujet qui vous sera annoncé comme d'habitude à peu près 3 semaines, 1 mois avant la date de l'événement. Et sincèrement, merci beaucoup d'être venus.